Merci de vous être présenté. Cette initiative est offerte par le Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités et financée par le gouvernement du Canada. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière représentation de notre tournée régionale de 6 conférences qui avait débuté en novembre. Mon nom est Marcel Viennot. Je suis le coordonnateur en gestion des actifs municipaux pour l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Et puis, je vous souhaite la bienvenue ce soir à la conférence qui a comme titre L'environnement au service de la municipalité, l'utilisation des données climatiques pour une plus grande résilience. Donc, considérant tous les événements qui se sont passés, les réunions budgétaires en début novembre, la grève du syndicat canadien de la fonction publique, les restrictions liées à COVID, je voulais vous remercier de votre présence ce soir. On sait que ça peut être difficile du présentiel dans ces temps-ci. Alors, merci de vous rendre disponible en soirée. Le timing de la conférence est remarquable. On a les leaders mondiaux qui se réunissaient à Glasgow récemment pour la conférence climatique du COP26. On a vu les pays ont pris différents engagements envers les émissions et la déforestation. Plus localement, au Canada, on a un nouveau ministre de l'Environnement. C'est un ancien conférencier de la FMNB en passant, M. Stephen Guilbeault. On parle d'enjeux planétaires, ça semble gros, ça semble loin, comme hors de notre portée. Puis, pour rajouter à ça, au Nouveau-Brunswick, on entend ça dans les nouvelles, mais on est plus souvent autrement victime de nos attraits naturels. On a une abondance de nature, de rivières, de sentiers, une faible densité de population. On a vu ça avec COVID, il n'y a pas eu grande propagation quand ça a commencé. Fait que ça vient comme pas mal facile de penser qu'il n'y a rien qui va nous arriver ici, que ces attraits naturels-là sont là pour toujours, qu'ils vont toujours rester dans le coin. Pourtant, on a plein de signes qui nous disent le contraire. On peut voir des changements au niveau local. Au Nouveau-Brunswick, on rapporte déjà des problèmes de salaison de puits d'eau potable, de sécurisation de sources d'eau potable, d'augmentation de fréquence puis de force de tempête qui va éroder le littoral, l'utilisation de pesticides dans la culture, les crues printanières anormalement élevées, des événements météorologiques extrêmes, du verglas, de la chaleur. Je rajoute la disparition de milieux humides, l'apparition d'îlots de chaleur dans nos municipalités, là, pas juste à Montréal. Là. Puis tout ça, ça a arrivé dans l'espace de quoi? À peu près une génération. Une génération, c'est 30 à 40 ans. Donc, ça arrive vite. Ça n'arrive pas juste dans les grandes villes non plus. On a tout un rôle à jouer comme élu, employé municipal, comme citoyen, mais la même question revient toujours, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce soir, on est vraiment gâtés. Notre invité, c'est un homme qui porte plusieurs chapeaux. Il est à la fois professeur, chercheur, entrepreneur, activiste, papa, musicien. Il est professeur au département des sciences naturelles à l'Université du Québec en Outaouais. Il est chercheur à l'Institut des sciences de la forêt tempérée, titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. Des dizaines d'articles scientifiques, des conférences, une thèse de doctorat, entre autres, qui avait comme objectif de chiffrer la contribution des écosystèmes naturels pour la grande région de Montréal. Et puis, malgré tout ça, il trouve quand même le temps de composer de la musique, puis de partir en tournée en tant que bassiste pour le groupe Les Cowboys Fringants. Donc, on est très heureux qu'il ait pu faire une petite place dans son horaire pour nous entretenir sur ses passions, puis surtout sur les enjeux climatiques auxquels on fait face. Alors, sans plus tarder, Monsieur Jérôme Dupras, c'est à vous. Là, on n'a pas d'applaudissements, mais... Merci beaucoup, Marcel. Merci à Joël et toute l'équipe de la FMNB pour cette invitation. C'est la dernière représentation d'une belle série de conférences qui m'a permis de me rendre dans 6 municipalités du Nouveau-Brunswick. Donc, vraiment, là, merci à toute l'équipe de l'invitation puis à tous les gens qui ont participé. Alors, Marcel le disait, c'est une allocution qui vise à traiter d'enjeux environnementaux. Je le ferai avec un point de vue scientifique, un point de vue artistique, un point de vue bien personnel. Et l'idée, c'est d'ensuite pouvoir avoir une discussion, tout le monde ensemble, sur des enjeux qui vous touchent ou qui sont plus globaux également. Alors, je commence avec une image qui est bien large, qui est globale. C'est la première photo
de la Terre dans son ensemble qui a été prise par la mission Apollo 17 en 1972. Et cette photo, intitulée La bille bleue de Blue Marble, elle a été très importante pour cristalliser tout un mouvement. Elle a saisi ce mouvement-là à la fin des années 60, début des années 70, qui est la naissance du mouvement environnemental contemporain. Et pourquoi il est né, ce mouvement-là, à cette période? C'est que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une trentaine d'années de développement économique, industriel vraiment significatif, à une période qu'on a appelée les 30 glorieuses, où on a vraiment réussi à augmenter nos capacités de production dans de multiples secteurs. On peut penser au secteur agricole avec la Révolution verte. Ça a été de même dans plusieurs autres développements industriels. Et 30 années après justement ce développement, certains ont commencé à se rendre compte des impacts des activités humaines sur la biosphère. Donc, on s'est rendu compte qu'on était sur une planète aux ressources limitées, aux capacités d'assimilation de différents polluants qui étaient également limitées. Et on a vu commencer à se lever plusieurs drapeaux rouges. Donc, je pense par exemple à la bioaccumulation de pesticides, on pense notamment au DDT et à l'impact sur la reproduction des oiseaux qui a fait écrire le livre Silent Spring à Rachel Carson à la fin des années 60, ou encore la création du Club de Rome en 1968, le premier jour de la Terre, le 22 avril 1970, Greenpeace qui est arrivé, qui est né en 1971. Donc, on a réagi en tant que société civile à cette prise de conscience planétaire de nos impacts sur la planète. On a aussi réagi de façon politique parce que c'est dans les années 70 qu'on a vu apparaître les premiers ministères de l'environnement et des premières lois sur la qualité de l'environnement dans des provinces canadiennes au Canada. Et on a donc essayé de réagir là encore politiquement, avec des lois, des règles, des programmes pour essayer de résorber cette crise environnementale naissante. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'on est un demi-siècle plus tard, 50 ans après cette prise de conscience collective des impacts de l'activité humaine sur la biosphère. Et donc, 50 ans plus tard, c'est aussi le temps de poser un diagnostic. Est-ce que ce mouvement environnemental qui est né à cette époque a réussi à faire en sorte qu'on s'inscrive dans un développement durable? Est-ce qu'on a réussi à inverser la tendance? Et je pense que vous allez partager avec moi le constat actuel, c'est que malheureusement, non, c'est que cette crise environnementale, elle a pris de l'ampleur, elle s'est accélérée. Et aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on utilise le terme changements globaux, global changes, pour caractériser cette époque dans laquelle on est. Donc, les changements globaux, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une série de facteurs de pression qui sont présents à l'échelle du globe, à l'échelle mondiale, mais qu'on peut aussi cristalliser à des échelles plus fines. Le phénomène des changements globaux, c'est une agrégation de plusieurs phénomènes de pression. Le plus connu, c'est celui des changements climatiques. Et rapidement, là, je vais vous décrire un peu l'ensemble de ces phénomènes qui constituent ce qu'on appelle les changements globaux. Donc, d'abord, pour parler des changements climatiques, tout le monde connaît un peu cette dynamique-là, mais je vais essayer de vous montrer dans quel bateau nous nous situons, notamment à l'aide de ce graphique. Vous voyez ici la courbe d'évolution de la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère sur une période de 800 000 ans. Donc, vous voyez que la concentration qu'on a pu reconstituer en allant creuser des carottes de glace là, en Antarctique pour voir et recomposer la composition de l'atmosphère à ces différentes époques. Mais vous voyez qu'on oscille dans une fourchette entre 180 et 300 particules par million. À ça, on peut coupler la courbe de la température ressentie à la surface du globe. Donc, on sait que l'axe de rotation de la Terre, la distance Terre-Soleil, ce sont des phénomènes qui ont un impact sur la température que l'on ressent sur Terre. Mais ce graphique-là nous montre que le principal facteur déterminant la température ressentie à la surface du globe, c'est la concentration de gaz à effet de serre et notamment le plus important de ces gaz-là, le gaz carbonique. Plus on a de gaz carbonique dans l'atmosphère et plus la température est élevée. Donc, je vous disais qu'on a oscillé
dans une concentration entre 180 et 300 particules par million. Eh bien, en 2017, on a franchi le cap des 400 particules par million. Et selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre actuellement, on pense que d'ici une trentaine d'années, donc au tournant du milieu du siècle, on pourra arriver à une concentration de 600 particules par million. Donc, je vous laisse sur votre écran dessiner la suite de la courbe, celle de la température ressentie à la surface du globe, pour montrer qu'on sort littéralement de cette tendance historique et le phénomène du réchauffement climatique, il est bien là, il est bien réel. Le réchauffement, c'est quelques degrés d'augmentation, mais c'est surtout des impacts sur des différents types de phénomènes. Donc, vous voyez ici, ça, c'est une figure tirée du rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et il nous dit, dans son plus récent rapport, le GIEC, qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, par rapport à l'ère pré-industrielle, on est dans une période où la température a augmenté de 1,1 degré Celsius. Donc, à 1,1 degré Celsius, déjà, on ressent des phénomènes comme des chaleurs extrêmes, des précipitations intenses, des sécheresses qui sont plus fréquentes, donc ça arrive plus souvent, et plus intenses. Et dépendamment du futur que l'on décidera aujourd'hui, donc un futur où on sera capable de stabiliser la température sous les 1,5 degrés Celsius, les 2 degrés Celsius, ou un scénario de statu quo où on continuera à émettre beaucoup de gaz à effet de serre qui nous amènera dans un profil de 4 degrés Celsius, bien, on voit qu'il y aura à la fois une fréquence et une intensité de ces phénomènes-là qui continueront à augmenter. Donc, les changements globaux, ce sont ces impacts qui arrivent déjà, mais qui arriveront plus intensément, plus fréquemment dans les prochaines années. Les changements globaux, c'est aussi l'effondrement de la biodiversité. Donc, l'équivalent du GIEC en biodiversité, c'est l'IPBES, la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et dans un rapport que ce groupe a publié en 2019 qui faisait état de la biodiversité sur Terre, on nous dit qu'en raison de plusieurs pressions cumulatives sur la biodiversité, surexploitation, changement climatique, perte de couches d'ozone, espèces invasives, de destruction d'habitats, etc., on est dans des taux de disparition d'espèces qui sont d'environ 1000 fois le taux historique. Donc, l'évolution des espèces, elle nous le dit, la théorie de l'évolution de Darwin, qu'il y a des espèces qui sont plus adaptées que d'autres et qui prennent les niches écologiques et que certaines espèces vont disparaître. Eh bien, actuellement, dans ce taux historique de disparition d'espèces, on est 1000 fois plus élevé. Et ce taux de disparition-là, qui est 1000 fois plus élevé, entraîne une vulnérabilité chez pas moins de 1 million d'espèces qui, selon ce rapport, sont appelées à disparaître d'ici la fin du prochain siècle, ce qui représente 1/8 de la biodiversité mondiale. Donc, il y a même certains scientifiques qui ont dit qu'on serait peut-être entré dans la 6e grande phase d'extinction. Donc, une grande phase d'extinction, c'est des perturbations à l'échelle mondiale qui font disparaître à peu près 50% de la vie sur Terre. La dernière grande extinction, la 5e, ça a été celle de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Et c'est un processus dû à un météorite qui est arrivé sur Terre, un processus qui a duré 2 millions d'années. Eh bien, nous, en quelques 200 ans, on est déjà, en raison des activités humaines, en train peut-être d'entrer dans cette 6e phase d'extinction, à moins que l'on change drastiquement nos façons de faire. Les changements globaux, c'est aussi la pollution systémique. Vous voyez ici une photo aérienne du lac Erie, un des 5 grands lacs, et ce qui est en train de danser dans l'eau, ce sont des effloraisons d'algues bleues et vertes. Donc, en raison des surcharges de nutriments, de phosphore, d'azote, il y a des cyanobactéries qui poussent et qui créent des fleurs d'eau. Et vous voyez ici que c'est sur de très, très grandes étendues. Et j'ai mis cette photo-là parce qu'elle frappe, mais la pollution systémique, en fait, on la voit dans plusieurs types de territoires. Ça peut être une pollution aérienne, c'est une pollution de l'eau. Donc, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, il y a des contaminants à l'intérieur de ça. Les changements globaux, ce sont aussi des espèces invasives, donc des espèces qui nous arrivent d'ailleurs et qui prennent la place d'espèces indigènes, de niches écologiques et qui ont leurs impacts.
les changements globaux aussi, c'est l'empreinte de l'humain sur la Terre. Et ces petites figures-là, moi, elles me donnent froid dans le dos, hein. Vous voyez que l'ensemble du plastique qu'on a produit et qu'on produit encore est actuellement à la surface du globe 2 fois plus pesant que l'ensemble des animaux qu'on retrouve sur Terre. Et l'ensemble du construit humain, hein, les édifices, les infrastructures, les routes qu'on a construites sont 20 plus lourds que l'ensemble de la vie sur Terre. Donc, les écosystèmes, les arbres, donc c'est pour montrer à quel point on a un impact sur la planète. Donc, si on veut résumer un peu cette tendance-là, c'est que les individus s'organisent en société et cette société, elle a des impacts majeurs sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc, dû à l'utilisation, la surexploitation des ressources, la pollution, etc., on a actuellement sévèrement altéré 3/4 des écosystèmes terrestres et 2/3 des écosystèmes marins. Et comme je vous le disais, jusqu'à 1 million d'espèces sont menacées. Le problème avec ça, c'est que la biodiversité et les écosystèmes nous fournissent les éléments qui sont nécessaires à notre vie, hein, de l'eau potable, de l'alimentation, de l'air de qualité, les médicaments qui nous soignent. Donc, on est en train vraiment de casser cette boucle-là d'interdépendance être humain-nature. Si ce n'était que ça, ce serait déjà assez effrayant, mais on ne peut pas penser le passé et l'extrapoler dans le futur et penser que le futur, c'est une poursuite linéaire du passé. Et pour exprimer ça, là, je vous montre cette figure-là qui parle des points de bascule. Des points de bascule, qu'est-ce que c'est? Ce sont des phénomènes qui, lorsqu'ils s'enclenchent, sont irréversibles. Un point de bascule, ça peut être par exemple la fonte du pergélisol, les sols qui sont gelés en permanence là, dans la ceinture boréale, ou encore le blanchiment des récifs coralliens. Donc, ces phénomènes-là, lorsqu'ils sont enclenchés, on ne peut plus revenir en arrière. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça crée des boucles de rétroaction positive. Positive, ça veut dire qu'il contribue au phénomène des changements climatiques. Je donne comme exemple le pergélisol. Lorsque le sol qui était gelé en permanence dégèle, il libère une très grande quantité de méthane, qui est un gaz à effet de serre de beaucoup de fois, donc 26 fois plus puissant que le gaz carbonique. Donc, ça crée un effet d'emballement climatique. Et pourquoi je vous disais qu'il faut penser le futur avec ces points de bascule, c'est que en science, il y a une dizaine d'années, on croyait que ces points de bascule, on les verrait apparaître lorsque la température serait augmentée de 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Et malheureusement, cette étude-là, dans Science, publiée en 2019, elle nous dit qu'actuellement, avec 1 degré d'augmentation, il y a déjà 9 de ces points de bascule qui sont déjà engagés de façon significative. Donc, les sécheresses dans l'Amazonie, le changement des patrons de feux de forêt dans la ceinture boréale, le changement de courant marin dans l'Atlantique, la fonte des calottes glaciaires, etc. Ces impacts-là des changements globaux, ils ont aussi un visage humain. Je vous présente une autre étude ici dans Science qui a modélisé les impacts des changements climatiques sur le bien-être humain d'ici une 50aine d'années. Et rapidement, là, pour vous donner quelques chiffres de cette étude, bien, ça nous dit que les changements climatiques rendront précarisé, donc difficile, l'accès à la nourriture pour 5 milliards d'êtres humains dans cet horizon de 50 ans. 4,5 milliards d'êtres humains auront un accès plus difficile à l'eau potable. 800 millions de personnes seront des réfugiés climatiques parce que leur village, leur ville et voire même leur pays aura disparu en raison de la hausse du niveau des mers et de l'érosion côtière. Ça a même fait dire à la CIA, qui, dans un mémo adressé au gouvernement américain, qu'il fallait s'attendre à des conflits de plus en plus fréquents lorsqu'on est ici en présence de lutte pour des ressources naturelles et des enjeux géopolitiques qui vont vraiment basculer en raison de ces effets des changements climatiques. Donc, c'est assez majeur. Il y a même ici le Forum économique mondial, hein, l'élite économique du monde qui se réunit à chaque mois de janvier à Davos. Eh bien, en janvier 2020, pour la première fois de l'histoire, les analystes ont souligné que les 5 principales menaces au système économique et à l'humanité étaient de nature environnementale.
donc des phénomènes météo extrêmes, l'échec de l'action climatique, les catastrophes naturelles, la perte de biodiversité et les catastrophes environnementales causées par l'être humain. Donc, je conclus ici avec cette liste de journaux scientifiques. Et c'est des journaux scientifiques spécialisés en médecine. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 200 journaux? C'est qu'en septembre dernier, ils ont publié un éditorial commun. Donc, ils ont tous fait paraître le même texte, un texte d'urgence, d'appel à l'aide envers les dirigeants et qui disait que malgré la pandémie de COVID-19, malgré l'action urgente et nécessaire, ça ne devait pas obscurcir la tout aussi urgente action pour les changements climatiques et la préservation de la biodiversité parce que notre santé individuelle et collective en dépend. Donc, à travers ces quelques diapos, je ne sais pas que je voulais vous faire peur, mais je voulais vous donner un portrait très, très factuel de la situation. Hein? Depuis la prise de conscience dans les années 70 de notre impact sur l'environnement, bien 50 ans plus tard, on est dans une situation de changements globaux où vraiment on fait face au principal défi de l'humanité au 21e siècle. Alors, la question qu'on peut se poser à notre échelle, hein, à l'échelle d'individus, à l'échelle de gens qui ont des familles, qui travaillent qui ont des métiers, bien, comment nous, on peut s'engager à opérationnaliser une transition écologique? Hein, comment on peut se saisir de ces changements globaux, de les ramener à notre échelle et d'essayer d'être un facteur de transformation positive de notre environnement et de notre milieu. Donc, Marcel et son équipe m'invitaient à vous parler de ce qui peut s'organiser à l'échelle des villes et des municipalités. Donc, comment on peut se saisir de ces changements globaux et de se mettre en mode solution. Évidemment, on pourrait passer de longues journées, faire des cours universitaires sur toute une session sur l'ensemble des solutions qui s'offrent à nous. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux grands pôles, hein, le pôle de changement climatique et d'action pour la biodiversité. Donc, dans un premier temps, si on regarde la dimension des changements climatiques, évidemment, on ne regardera pas l'ensemble des solutions potentielles, mais peut-être dresser quelques pistes de solutions axées autour de solutions naturelles. Donc, d'abord, il faut revenir à notre situation, la situation du profil d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et qu'on peut rapporter à des échelles nationales et de province. Donc, ça, c'est une figure qui est tirée du rapport du GIEC. Et si vous vous rappelez, lorsqu'on a été en 2015 à Paris, on a signé les accords de Paris et la signature de ces accords-là disait qu'on devait faire tous les efforts possibles pour rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius d'augmentation de la température parce que c'est la zone dans laquelle on peut dire avec un certain confort qu'on ne verra pas le climat s'emballer et avoir des impacts incontrôlables. Dans le plus récent rapport du GIEC, publié cet automne et qui a mis la table pour la conférence des parties à Glasgow, on a dessiné 5 scénarios d'émissions, du scénario le plus optimiste au plus pessimiste. Et vous voyez ici, ce sont ces scénarios-là, du jaune au violet. Et dans les scénarios, un seul, vous le voyez, nous permet de rester sous la barre du 1,5 degrés Celsius et donc de respecter les accords de Paris. Qu'est-ce que ça dit? Dans le fond, si on met tous les autres nous amènent au-delà du 1,5 et même jusqu'à 4,5 degrés Celsius avec un écart type assez élevé dans les scénarios les plus pessimistes qui sont des scénarios grosso modo basés sur le business as usual, le statu quo, où on continue d'émettre des gaz à effet de serre comme on le fait actuellement. Donc, dans une ligne du temps, qu'est-ce que ça veut dire rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius? Et vous voyez ici qu'on est dans le court terme, 1,5, dans le moyen terme, 1,6, dans le long terme, 1,4. Pourquoi ça fluctue comme ça? Mais si on le met sur une ligne du temps, vous voyez qu'actuellement, on émet des gaz à effet de serre. Hein. Au Nouveau-Brunswick, je crois que c'est entre 20 et 30 de l'énergie qui est produite avec du charbon, du gaz naturel. À l'échelle mondiale, c'est un plus grand pourcentage. On a du transport qui dépend fortement encore des énergies fossiles. Donc, on a ce qu'on appelle un verrouillage de nos émissions. Parce que les infrastructures qui sont construites actuellement, elles ont une durée de vie. Hein,
l'usine thermique ou les voitures qui sont en circulation, ça va continuer dans leur durée de vie utile. Et c'est pour ça que même dans le scénario le plus optimiste, on continue d'avoir des émissions de gaz à effet de serre qui sont assez stables. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans le scénario qui nous amène à respecter le 1,5 degré Celsius, on ne doit plus accepter des projets qui vont nous verrouiller dans le temps en utilisant des énergies fossiles. Et donc, ça veut dire que lorsque la fin de vie utile des voitures, des usines qui utilisent des énergies fossiles, qui émettent des gaz à effet de serre, sera finie, ben, on pourra réduire de façon drastique les gaz à effet de serre. Et vous voyez, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour arriver à un bon scénario, autour des années 2050, on devrait être dans un profil de carboneutralité. C'est-à-dire qu'on n'émet presque plus de gaz à effet de serre et ce qu'on émet, on le compense. Et par la suite, donc des années 2050 jusqu'à 2100, on devra être carbonégatif et donc retirer de l'atmosphère des gaz à effet de serre, du dioxyde de carbone. Alors, comment on fait ça? Là encore, je vous dis, il y en a mille et une solutions, mais grosso modo, à l'heure actuelle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est accélérer les technologies sobres en carbone. Ça veut dire de produire notre énergie avec, de façon renouvelable, hydroélectricité, marémotrice, solaire, éolien, etc. Ça veut aussi dire électrifier les transports. Ça veut dire être plus efficace d'un point de vue énergétique pour les bâtiments, travailler au niveau d'une conversion technologique pour différents secteurs industriels et en même temps agir pour réduire la demande. Donc, aller travailler au niveau de l'entreprise, des collectivités, des individus pour diminuer la demande en produits qui sont riches en carbone ou qui émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre. Donc, ça, ce n'est pas le point que je veux faire aujourd'hui. Le point que je veux faire, c'est dans le processus parallèle qu'on doit mettre en œuvre, celui de la capture et de la séquestration de carbone. Donc, si on se met dans notre ligne du temps, là, ce qui est important à faire aujourd'hui, c'est de réduire le plus vite possible, le plus drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et en parallèle, développer des technologies qui vont nous permettre de retirer le trop-plein de gaz carbonique dans l'atmosphère pour qu'autour des années 2050, on aille compresser au maximum les émissions et qu'on soit dans un profil de séquestration. Donc, faire la séquestration de carbone, là, si vous lisez des textes là-dessus, il y a plein d'idées réalistes ou même farfelues qui sont évoquées. On parle de liquéfier le gaz carbonique et de l'enfouir sous terre, ce qui est une technologie qui n'est pas rentable aujourd'hui, mais qui est technologiquement possible. Mais ce que je vous montre ici sur ce graphique-là, c'est en fait la meilleure technologie pour séquestrer le carbone, c'est-à-dire la nature. Donc, par le principe de photosynthèse, vous savez que les arbres, les végétaux vont respirer du CO2 et relâcher de l'oxygène. Donc, par ce processus de photosynthèse, vont séquestrer et stocker le carbone. Donc, c'est ce qu'on appelle des solutions nature. Il y a même des solutions nature qui ont été très médiatisées. Pensez par exemple à la promesse de planter 2 milliards d'arbres par le gouvernement canadien. Eh bien, c'est pour faire en sorte qu'on mette 2 milliards de puits de carbone, des arbres qui vont emmagasiner le carbone lors de leur croissance. Bien, des solutions nature, oui, c'est de la plantation d'arbres, mais c'est plus varié que ça. Et ce graphique-là, en fait, c'est une étude qui a été produite l'été dernier par un groupe de chercheurs et qui regardait le potentiel des solutions nature pour le Canada. Donc, qu'est-ce que c'est des solutions nature? Bien, c'est des solutions qu'on peut mettre en œuvre dans les secteurs agricoles, au niveau de la gestion des milieux humides, des prairies et de la foresterie. En milieu agricole, c'est par exemple de planter des bandes riveraines élargies, c'est de mettre en place des pratiques d'agroforesterie, de gérer les intrants, des cultures de couverture. Donc, une série de pratiques agro-environnementales qui ont un fort potentiel de lutte au changement climatique parce qu'ils vont séquestrer du carbone. La même chose si on va restaurer des milieux humides, faire des pratiques de foresterie durable. Et ce que nous dit cette étude-là, c'est que lorsqu'on met en place des solutions nature, si on mettait en place l'ensemble de ces solutions-là pour le Canada, aujourd'hui, dans les prochaines années, bien, en 2030, donc à la fin de la décennie,
on aurait le potentiel de séquestrer annuellement 78 millions de tonnes de carbone. 78 millions de tonnes d'équivalent carbone, c'est les émissions du Québec en 2018, 2019, 2020. Donc, c'est très, très significatif. Et pourquoi je vous parle de solutions nature? C'est parce que à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une entreprise, on peut s'inscrire dans ce profil-là. Si on est un agriculteur, on peut mettre en place des pratiques agro-environnementales. Si on est à l'échelle d'une ville, on peut faire du verdissement urbain. Un individu peut même maximiser ses solutions nature sur son propre terrain. Et ce qui est intéressant avec les solutions nature, c'est ce qui se trouve ici au niveau des petites barres de couleurs. Et les petites barres de couleurs, ce qu'elles représentent, ce sont des co-bénéfices. Parce que lorsqu'on met en place des solutions nature, on peut aussi avoir un impact intéressant sur la qualité de l'eau, la biodiversité, la santé des sols, sur des facteurs sociaux. C'est ce qu'on va appeler les services écosystémiques. Et je vais ici vous parler de ces solutions-là, des solutions nature où on peut restaurer, aménager, protéger la nature pour générer des éléments de bien-être humain et des bénéfices pour la biodiversité. Donc, les services écosystémiques, si on dépose notre grille d'analyse de services écosystémiques sur ce paysage-là, qui est un paysage agricole assez typique, eh bien, on va dire que ce paysage-là, ce territoire-là, il fournit des services d'auto-entretien. Qu'est-ce que c'est l'auto-entretien? Bien, c'est la fonction de l'écosystème d'aller produire la biomasse, le cycle des nutriments, la formation des sols. Et grâce à ces fonctions de l'écosystème, bien, notre territoire ici va nous générer ce qu'on appelle des services d'approvisionnement, des biens alimentaires, des biens forestiers ligneux ou non ligneux, du bois de chauffe, du sirop d'érable, des champignons, des baies, etc. Dans ce même territoire-là, l'écosystème peut produire des services de régulation. Donc, filtrer les polluants, contrôler l'érosion, les crues, aller séquestrer du carbone. Et il y a une quatrième boîte qu'on appelle des services culturels, comme par exemple l'esthétisme d'un paysage, la possibilité de faire des activités récréo-touristiques. Et je vous parle de services écosystémiques parce qu'aujourd'hui, ce regard-là qu'on a sur la nature, il a migré et on parle maintenant de la nature bien souvent comme d'une infrastructure. Donc, une infrastructure naturelle, c'est un comparable à une infrastructure grise qui génère des services publics. Donc, je vous donne des exemples par rapport à ça. Ici, avec mon équipe, on a modélisé là, pour la ville de Moncton le potentiel de stockage du carbone des écosystèmes. Donc, dans une perspective de lutte au changement climatique, vous savez qu'il y a une taxe carbone en vigueur. Au Québec, on a une bourse du carbone. On est en train de regarder le potentiel de différents territoires en termes de solutions nature de stocker le carbone. Mais dans une analyse qu'on a faite là, pour la ville de Moncton, on a montré que le carbone qui est dans les arbres, arbustes, dans les écosystèmes, dans le sol, il équivaut à pas moins de 27 millions de tonnes, ce qui est assez majeur. Et comme je vous disais, les solutions nature, ça stocke le carbone, mais ça fournit aussi des bénéfices. Donc, lorsqu'on utilise nos modèles pour analyser la forêt publique de Moncton, ce qu'on peut trouver comme base de données, c'est une recension des 10 000, à peu près 10 000 arbres gérés par la ville. Donc, la ville, elle gère les arbres de rue, les arbres dans les parcs, elle les recense. Donc, on est capable de voir que ce sont du bouleau, de l'érable, des ormes, des tilleuls, etc. Et lorsqu'on prend ces bases de données-là et on passe ça dans nos modèles, on est capable de transférer le rôle de cette solution nature, de cette infrastructure en des indicateurs de bien-être humain, des indicateurs de services écosystémiques. Donc, par exemple, les 10 000 arbres de la ville de Moncton, eh bien, ils stockent 3 600 tonnes de carbone, ils en séquestrent 56 par année, ils capturent près de 6 000 mètres cubes d'eau, ce qui évite des surverses d'égouts. Ils capturent plus d'une tonne de polluants atmosphériques, de l'ozone, des particules fines. Ça a une valeur économique. Et même au niveau de la valeur ornementale, ça, on est capable de l'estimer à travers le marché immobilier, hein, parce qu'on sait qu'une résidence sur laquelle il y a des arbres matures, il y a une couverture, une canopée, bien, ça augmente la valeur du terrain, ça augmente la valeur de la résidence et on est capable d'imputer
une partie de cette valeur-là au nombre d'arbres et à leur qualité qui sont présents sur chacun des terrains. Donc, vous voyez qu'on est quand même, commence à migrer de l'écosystème, des éléments naturels à un flux de services qui a une valeur. De la même manière, là, la banque TD a fait son estimation pour la valeur des forêts urbaines de 4 grandes villes au Canada, Toronto, Halifax, Montréal et Vancouver. Et elle a utilisé des modèles économiques pour voir quelle était la contribution de ces arbres-là au contrôle des eaux de ruissellement, à la qualité de l'air, à l'économie d'énergie, parce que des arbres, ça sauve des coûts de climatisation en été et les conifères sauvent des coûts de chauffage en hiver, la séquestration de carbone. Et lorsqu'ils ont analysé les 100 millions d'arbres qui constituent les forêts urbaines de ces 4 villes-là, ils ont trouvé une valeur totale atteignant 58 milliards de dollars. Et ils nous disent qu'à chaque fois qu'on investit 1 dollar dans la forêt urbaine, bon, on en retire entre 2 et 13 dollars en termes de bénéfices. Donc ça, c'est pas anodin que la Banque TD ait conduit cette étude-là parce que la banque, elle émet des polices d'assurance. Donc, elle veut comprendre quelles sont les vulnérabilités, quels sont les bénéfices naturels dans des perspectives d'aménagement du territoire et justement de mise en place de polices d'assurance qui reflètent ce capital naturel-là. On a fait un même exercice à Montréal et ça a même donné lieu à une campagne de sensibilisation où on a mis des étiquettes sur plus de 5 000 arbres dans la ville, des étiquettes qui visaient à renseigner les gens sur la contribution des arbres à leur qualité de vie. Donc, on leur disait, par exemple, cet arbre planté il y a une quarantaine d'années a stocké tant de kilos de carbone, a capturé tant de mètres cubes d'eau et a contribué au service public de la Ville de Montréal à hauteur, ici, dans ce cas-ci, de 18 700 $ dans toute sa durée de vie. On est capable aussi de transposer cette idée de bénéfice naturel à des échelles plus larges. Dans un travail qu'on a fait pour la région de Montréal, on a estimé la valeur de 11 services écosystémiques non marchands. Donc, on n'a pas regardé la valeur des écosystèmes en termes de productivité agricole ou de coupe de bois, mais plutôt d'impact sur la pollinisation, le contrôle de l'érosion, l'esthétisme d'un paysage, la séquestration de carbone. Et nos modèles économiques nous ont fait mesurer une contribution des écosystèmes à hauteur de 2,2 milliards de dollars à chaque année, et ce, de façon tout à fait gratuite. C'est comme si la nature offrait 2,2 milliards de services publics à la communauté du Grand Montréal. On a fait un exercice similaire pour la région d'Ottawa-Gatineau. Et vous voyez ici, là, ça, c'est la ceinture de verdure d'Ottawa qui a été instaurée en 1956 par l'architecte du paysage Jacques Grébert. Et à cette époque-là, c'était pour contrer l'étalement urbain. Eh bien, 65 ans plus tard, non seulement ça a permis de contrer l'étalement urbain, le contrôler du moins, de continuer d'avoir une agriculture de proximité, mais maintenant, cette ceinture de verdure, c'est une véritable infrastructure naturelle qui fournit un grand nombre de services écosystémiques et dont on a mesuré la contribution annuelle à plus de 330 millions de dollars. Nos outils nous permettent d'avoir un peu la même approche pour différentes questions qu'on peut se poser en aménagement du territoire. Dans les dernières années au Québec, il y a eu une grande réflexion sur les milieux humides. Et si vous vous souvenez, là, il y a 20-30 ans, quand on parlait des milieux humides, c'était vraiment des usines à moustiques. C'était des milieux très dévalorisés où on ne trouvait pas de valeur économique, de fonction potentielle. Et donc, c'était rapidement, il y avait un incitatif pour aller les drainer et faire tel type de développement résidentiel ou agricole dans ces milieux-là. Au fil du temps, on a reconnu qu'il y avait une valeur foncière. On a reconnu qu'il y avait une valeur industrielle pour certains types de pratiques, comme par exemple des cannebergières, du prélèvement de tourbes ou d'autres éléments naturels. On pouvait faire du récréotourisme dans ces milieux-là. Et dans les dernières années, on a commencé à s'intéresser à la question des services écologiques. Et ce qu'on a fait dans une étude,
c'est d'aller mettre en place un modèle où on a regardé, ça c'est un bassin versant là, dans un milieu rural au Québec, la rivière Bécancour. Eh bien, on a réussi à subdiviser le bassin versant en sous-bassins versants et d'aller regarder leur performance, la performance des milieux humides en termes d'habitat de biodiversité, de capture de sédiments, de prévention d'inondation et de potentiel de prélèvement dans une perspective commerciale. Et donc, c'est le point que je veux faire, c'est qu'en 20-30 ans, on a passé d'un milieu dévalorisé à aujourd'hui un milieu qu'on peut modéliser, auquel on accole des valeurs très importantes. Hein. Lorsqu'on considère ces valeurs-là de prévention d'inondation, de capture sédimentaire, on arrive à une valeur de 131 millions de dollars pour ce bassin versant. Et donc, ça nous amène dans une perspective et des processus d'aménagement du territoire qui sont totalement autres que ce que c'était. Parce que là, on n'est plus en train d'opposer économie et environnement. On est en train de comprendre que la nature est une infrastructure qui génère des services qui ont une valeur économique. Le dernier exemple que je vais vous donner dans cette perspective de solution nature, c'est un exemple qu'on a réalisé, notre équipe de recherche pour la communauté métropolitaine de Québec. Et pour ce faire, on a utilisé un logiciel co-développé par une stagiaire postdoctorale dans mon laboratoire, Sylvia Wood, qui a perfectionné un modèle qu'on appelle MESH, Modeling Ecosystem Services for Human Wellbeing. Donc, vous voyez, c'est une interface informatique, c'est un logiciel qu'on va nourrir avec beaucoup de données, des données cartographiques, géomatiques, des données de qualité de l'eau, de caractérisation du sol, etc. Et ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller vous voyez, produire une série de cartes qui montrent les zones de production de services écosystémiques avec leur intensité. Donc, vous voyez qu'on est capable de montrer quel est le potentiel de production d'un contrôle biologique, donc dans le milieu agricole, avec des zones d'intensité. Plus la couleur est foncée, plus c'est intense. On a fait le même exercice pour la qualité de l'air, la production acéricole, la séquestration de carbone, contrôle de l'érosion, cycle des nutriments, etc. On a pu estimer 14 services écosystémiques. On a pu trouver des valeurs économiques là, qui totalisent 1,1 milliard de dollars par rapport à ça. Mais pourquoi je voulais vous parler de cet exemple-là, c'est qu'on a vraiment développé la recherche en collaboration avec le milieu pratique. Donc, avec les équipes de la CMQ, des aménagistes, les gestionnaires, on a inscrit la série de cartes, la série d'indicateurs, l'ensemble des données dans le portail d'information de la CMQ. Donc, la géosuite là, que vous pouvez voir ici. Et cette géosuite-là, elle est utilisée par les urbanistes, les aménagistes des villes, des MRC, des régions pour aller construire des schémas d'aménagement, des plans d'urbanisme, des plans métropolitains de développement. Et généralement, dans cette plateforme-là, on retrouve, par exemple, des données démographiques, des données socio-économiques, quelles sont, par exemple, sur des secteurs de recensement, où sont les quartiers plus aisés, plus vulnérables. Et bien maintenant, dans ce portail-là, les gens ont accès à une série de cartes sur 14 services écosystémiques, à des zones prioritaires d'intervention. Et, par exemple, si on est un aménagiste qui œuvre à l'île d'Orléans, bien maintenant, j'ai de l'information qui me permet de dire, bien, pour faire, par exemple, mon plan de développement de la zone agricole, je connais maintenant les secteurs qui sont prioritaires pour sécuriser ma pollinisation sauvage. Donc, on est en train d'intégrer dans des processus d'aménagement cette idée de solution nature. Et je vous rappelle ici que la solution nature, on peut la mettre en œuvre pour différents bénéfices. On pourrait mettre en place la solution nature dans une perspective de changement climatique parce que ça absorbe du carbone, mais on peut aussi la mettre en place, la solution nature, par exemple, une restauration de milieux humides parce qu'on est en train de prévenir contre des inondations dans une zone inondable, par exemple. L'autre élément sur lequel je voulais faire une discussion avec vous, c'est la biodiversité. Donc, je vous faisais une petite démonstration des solutions nature qui sont un des outils qu'on a pour lutter contre les changements climatiques tout en générant des co-bénéfices. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la grande crise mondiale là, de la biodiversité, hein? 1 million d'espèces menacées, un effondrement? Bien,
qu'est-ce qu'il en est à l'échelle du Canada et des provinces. Juste pour vous montrer l'ampleur de la situation et l'urgence, la rapidité de la transformation des milieux, je vous présente cette étude-là. Et Marcel le dit d'entrée de jeu, c'est que, tu sais, qu'on soit au Nouveau-Brunswick où il y a beaucoup de nature, c'est des zones avec des faibles densités de population. On retrouve la même chose au Québec. On a un peu la perception que c'est de grandes étendues, que la nature est immuable, qu'elle est là, qu'il y en a en masse de la nature. Eh bien, quand je vous disais que les changements globaux, c'est des phénomènes mondiaux, mais qu'on peut cristalliser aussi à des échelles fines, eh bien, il faut garder en tête que même s'il y a plein de nature qui nous entoure, cette nature-là, elle est aussi sensible au phénomène des changements globaux. Donc, même s'il y a plein d'arbres, il reste vulnérable à des espèces invasives, il reste vulnérable au changement climatique, à la transformation de la biodiversité. Et c'est cette étude-là que je vais vous présenter pour en faire un exemple. Donc, c'est une étude qui a été faite par Dominique Berthaud, qui est un chercheur à l'Université du Québec à Rimouski avec ses collaborateurs. Et ce qu'ils ont voulu regarder, c'est dans le fond le turnover du territoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par turnover de biodiversité? C'est que les changements climatiques vont augmenter la température. Donc, des espèces qui sont confortables dans un spectre de température, bien, si la température augmente, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont migrer vers le nord parce que leur zone de température de confort, d'habitat, elle migre vers le nord. Donc, actuellement, on est en train de voir quelles sont les espèces d'arbres, par exemple, qui sont présentes en Pennsylvanie et qui seront au Nouveau-Brunswick et au Québec dans les prochaines années. Donc, on voit une migration de la biodiversité vers le nord. Et lorsqu'on parle de turnover, de changement, c'est qu'on s'interroge sur le pourcentage d'espèces qui va avoir changé. Donc, aujourd'hui, j'ai X nombre d'espèces. Dans 50 ans, combien il me reste de ces espèces-là et combien d'espèces vont avoir changé? Donc, vous voyez ici le code couleur. Plus on est bleu et rouge, le code couleur, c'est qui nous dit quand on est bleu, bien, il y a en grosso modo à peu près un tiers de la biodiversité qui va avoir changé d'ici la fin du siècle. Et lorsqu'on est en rouge, on a 90 de la biodiversité qui va avoir changé d'ici 75 ans environ. Et sur ce tableau-là, le graphique à barre, en fait, si on veut résumer l'étude, ça dit que sur l'ensemble des territoires étudiés, qui sont les aires protégées et les parcs nationaux du Québec, eh bien, sur l'ensemble de ces territoires-là, la moitié vont avoir un turnover de plus de 80 %. Donc, ça, ce que ça veut dire là, concrètement, ça veut dire que dans 75 ans, si vous allez prendre une marche dans un parc, eh bien, dans un parc sur deux, 8 espèces sur 10 ne seront plus les mêmes. Et ça, peu importe que vous soyez dans le milieu rural, urbanisé, agricole, etc. Donc, c'est pour vous montrer la rapidité de la transformation. Imaginez, dans quelques décennies seulement, vous êtes au parc du Mont-Tremblant et la faune et la flore que vous connaissez aujourd'hui, elle a changé à 80 %. Donc, ça, c'est la situation actuelle. C'est cette étude-là qui nous montre la rapidité de la transformation et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme aménagistes, comme citoyens, activistes, pour essayer de résorber un peu cette transformation-là. Eh bien, une des solutions clés, c'est, parce qu'à mon sens, il y en a deux. Il faut protéger le territoire naturel qu'on a par le développement du réseau d'aires protégées, par la création de parcs, mais c'est tout aussi important d'interconnecter ce réseau-là. Et c'est ce qu'on appelle la connectivité écologique. Parce que lorsqu'on a un réseau qui est interconnecté, ça permet aux espèces, autant fauniques que floristiques, de circuler dans le paysage. Et ça leur donne des capacités d'adaptation. Pour vous montrer un petit peu le profil d'évolution de la connectivité écologique, évidemment, on est dans un centre urbain. Ici, c'est la région de Montréal. Mais quand même, dans la région de Montréal, entre les années 60 et les années 2010, on a perdu 80 % de la connectivité écologique. Et ça, ce n'est pas seulement pour des régions urbaines, parce qu'une étude là, qu'un collègue a réalisée il y a quelques années a montré qu'à l'échelle de la planète, plus de 70 % des forêts sont à moins d'1 kilomètre d'une route. Et une route, ce sont les principales infrastructures qui fragmentent le paysage. Donc, ça crée une barrière
une barrière à la circulation des espèces. Si on veut améliorer la résilience de notre territoire pour augmenter sa capacité d'adaptation au changement, au turnover de biodiversité, on veut donc restaurer la connectivité écologique. Et je vais vous montrer ici à travers un modèle développé par mon collègue Andrew Gonzalez à l'Université McGill, comment on est capable de modéliser la connectivité écologique pour amener justement cette résilience. Et là, c'est une diapo un petit peu technique, mais ça va vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est le moteur sous le capot de nos modèles en écologie. Vous voyez ici, ce sont des espèces, et c'est des espèces qui ont été sélectionnées parce qu'elles représentent la biodiversité d'un territoire. Donc, vous pouvez penser que si on veut, par exemple, représenter la biodiversité du Nouveau-Brunswick, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un petit mammifère ou deux, un grand mammifère, un amphibien, un reptile, un insecte, un oiseau. On va donc couvrir un peu, avoir un effet parapluie sur la biodiversité qui se retrouve sur ce territoire-là. Pour chacune des espèces sélectionnées, on va déterminer l'habitat où cette espèce se reproduit, elle s'alimente, où elle vit. On va déterminer quel est son réseau de distribution, comment elle peut circuler dans l'espace. Je vous donne un exemple. En milieu urbain, un crapaud peut circuler, il va vivre dans des milieux humides, dans des marécages, mais il pourrait utiliser des ruisseaux et des bandes riveraines pour se déplacer d'un site à un autre. Donc, on appelle ça un petit peu son réseau de connecteurs, de connectivité écologique. Dans nos modèles, on a ajouté des dynamiques climatiques, des dynamiques de développement du territoire par le réseau routier, le réseau des villes. Et ce que ça nous donne à la fin, ce sont un ensemble de zones à prioriser pour connecter le territoire. Donc, vous voyez ce modèle-là, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne un modèle spécifique pour le cerf de Virginie, la martre d'Amérique, la paruline. Et vous voyez que chacune des espèces a une carte routière totalement différente. Et lorsqu'on agrège les cartes routières de l'ensemble des espèces qui représentent la biodiversité, on est capable d'avoir des genres de processus dynamiques comme ça. Donc, vous voyez ici une animation où on est capable de voir où et comment vont se déplacer différentes espèces. L'ours noir, la musaraigne, la martre, la salamandre, la grenouille des bois. Et vous voyez que ça, c'est le territoire des basses-terres du Saint-Laurent. Bien, ici, on est en train d'identifier des zones de déplacement potentielles. Et ce qu'on veut faire avec ces zones-là, c'est d'aller créer des corridors naturels qui vont permettre à la biodiversité de ces sites-là de s'adapter aux espèces qui arriveront par la migration climatique. Donc, avec ces modèles, et le point que je fais, c'est qu'on est capable d'avoir une perspective nationale qu'on peut amener dans une perspective régionale et qu'on peut arriver à mettre dans une échelle plus fine à l'échelle locale. Et dans nos travaux, nous, on accompagne, par exemple, des villes. Ça, c'est la ville de Hudson, dans l'ouest de la province du Québec. Et la ville de Hudson, elle nous a mandaté parce qu'elle voulait faire un plan de développement pour son territoire. Donc, où est-ce que je vais mettre mon prochain quartier? Où je vais faire mon plan de développement de la zone agricole? Où est-ce que je vais faire de la conservation? Et ils avaient un intérêt à faire de la conservation qui n'était pas désincarné, qui était ancré dans une perspective territoriale. Donc, en utilisant nos modèles de connectivité de cette façon-là, on est capable de faire des recommandations pour les villes qui vont s'inscrire dans un portrait beaucoup plus large et ainsi amener des informations sur les zones à restaurer. Donc, ça, c'est un exemple de carte de restauration potentielle. Vous voyez qu'on peut arriver à une échelle très, très fine et on dit à une municipalité, voici, si vous voulez intervenir sur votre territoire, lorsque, par exemple, vous refaites votre réseau d'aqueduc, vous pouvez reconstruire le réseau avec la rue en créant un connecteur de biodiversité qui, dans une perspective territoriale, est intégré à une vision beaucoup plus large. Et au final, ce que ça nous donne, lorsqu'on intègre les solutions nature dans une stratégie de lutte au changement climatique et à la biodiversité, ça peut nous donner un agenda qui ressemble à ça. Ça ressemble à quoi? Ça, c'est une coalition qu'on a formée, la coalition Ceinture verte, et on
on amène un peu cette carte routière-là à des régions urbaines de différentes tailles. Et cette carte routière-là, cette carte de mise en œuvre d'un plan stratégique, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'il faut d'abord protéger les écosystèmes qui sont les plus importants, des écosystèmes qui sont fragiles, qui sont uniques, où on retrouve des espèces menacées. Et ensuite, on doit les connecter. On doit les connecter avec des corridors naturels qui peuvent prendre la forme de pratiques de foresterie durable, de pratiques agro-environnementales, de verdissement urbain. Il faut maximiser l'accès au milieu naturel afin que les gens connaissent leur milieu, qu'ils développent une relation avec leur territoire et également des processus de sensibilisation, de mobilisation citoyenne et de consultation. Donc, lorsque mon équipe et moi, on est amenés à présenter ce travail-là à des décideurs, à des professionnels, je vous dirais qu'on a toujours un très bon accueil parce qu'évidemment, tout le monde est conscient de la crise climatique dans laquelle on se trouve, la crise de biodiversité, et on cherche des solutions. La discussion qu'on fait avec les gens, c'est de dire oui, c'est beau, un territoire un peu idéalisé comme ça, mais ça coûte cher. Et où est-ce que je vais trouver mon argent? Je ne vous donnerai pas toutes les solutions aujourd'hui, mais un point que je veux faire qui est très, très important, c'est que depuis quelques années seulement, donc depuis 2015, dans plusieurs enveloppes au niveau fédéral et même des enveloppes au niveau provincial, municipal, qui sont dédiées aux infrastructures, on reconnaît maintenant la nature comme une infrastructure. Donc, je vous donne des exemples ici. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, qui est administré par Infrastructure Canada. Eh bien, maintenant, auparavant, je vous donne un exemple là, pour atténuer les catastrophes et s'adapter pour gérer les inondations. On pouvait demander de l'argent pour construire des digues, des barrages, etc. Donc, aujourd'hui, on peut toujours demander de l'argent pour ces infrastructures bâties, mais on peut aussi en demander pour restaurer des milieux humides parce que la capacité tampon des milieux humides va prévenir contre les inondations. Et cette idée d'infrastructure naturelle qui génère un service, c'est admissible au Fonds d'Infrastructure Canada. De la même manière, la Fédération canadienne des municipalités met en place un programme pour l'innovation climatique où une ville peut avoir accès jusqu'à 175 000 $ pour se faire un plan d'adaptation au changement climatique basé sur des solutions nature. Un fonds pour dommages à l'environnement d'Environnement Canada qui permet de restaurer non seulement des éléments bâtis, donc il y a eu des inondations, oui, il faut réparer les maisons, mais on peut aussi restaurer des écosystèmes qui ont été touchés. Et finalement, le fonds vert municipal, ça c'est une enveloppe très, très importante, hein, c'est 5 milliards de dollars et on l'appelle le fonds vert parce qu'il y a quelques années, c'était pour gérer des éléments environnementaux. Par exemple, gestion des matières résiduelles, gestion de l'eau à travers de la construction d'aqueducs. Et bien maintenant, le Fonds vert municipal, il accepte aussi des projets où on vise à financer des infrastructures naturelles. Donc, le point que je veux faire, c'est que maintenant, la nature, on peut évidemment toujours la réfléchir et l'aménager dans une perspective de conservation. Mais historiquement, les enveloppes dédiées à la conservation n'étaient pas très significatives. Aujourd'hui, on peut toujours utiliser ces enveloppes-là, mais on peut aussi se tourner vers des enveloppes dédiées aux services publics, où on utilise la nature comme une infrastructure qui génère des services. Donc ça ouvre quand même un beau potentiel à l'échelle des villes où on peut penser à notre adaptation au changement climatique, pas seulement en matière de prévention bâtie, mais aussi en recréant des éléments naturels qui ont la possibilité de générer ce service-là. Je veux aussi vous dire qu'il y a des fois des financements qui sortent des sentiers battus. Donc, il y a des fonds philanthropiques, par exemple. Là, on peut regarder ce qui se fait au niveau de programmes champions pour la nature ou au niveau de fondations philanthropiques comme la fondation de la famille Weston avec le programme ALUS. Mais ça me permet de faire mon parallèle et de vous parler de ce qu'on fait avec mon groupe de musique, avec les Cowboys Fringants, parce que les Cowboys, depuis 2006, on a une fondation pour l'environnement, la Fondation Cowboys Fringants. Et elle est née, cette fondation-là, parce que pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a
On a beaucoup de chansons à caractère engagé, à caractère environnemental. Et après quelques années d'existence, on se disait, bon, c'est bien de dénoncer, c'est bien d'être cynique dans nos chansons, mais on a aussi envie de faire des changements positifs. Donc, on a créé la fondation et le principe est bien simple, c'est qu'on recueille 1 $ par chaque billet de spectacle qui est vendu. On prend une partie des profits générés par la vente d'albums, de produits dérivés et avec les sous qu'on amasse, on fait des projets concrets et positifs en environnement. Et je vous donne un exemple de ces projets-là parce que c'est directement un projet de solution nature, d'infrastructure naturelle. Et c'est le projet de plantation de 375 000 arbres pour le 375e anniversaire de Montréal. Donc, en 2017, c'était le 375e anniversaire de Montréal. On s'est dit qu'on avait envie, nous comme artistes, mais aussi avec des collaborateurs d'organisations environnementales, de faire un legs vert, un legs durable. Et ce que ça nous a demandé, c'est d'abord de lever les fonds, hein, le financement pour planter ces 375 000 arbres, c'est environ 4 millions de dollars, de trouver les endroits pour planter ces arbres-là dans des ruelles vertes, dans des municipalités, des territoires agricoles, forestiers, de créer des comités scientifiques pour s'assurer que chaque arbre est planté au bon endroit, de les planter et de les identifier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on sait faire de mieux pour lever des fonds. On a fait des concerts bénéfices. Donc, ça, c'est une photo en haut d'un concert qu'on a donné au Centre Bell à Montréal, où 12 000 personnes se sont déplacées pour acheter des billets, non pas en dollars, mais en arbres. Donc, vous voyez, les gens ici au parterre avaient acheté un billet à 5 arbres. Au balcon, ça en coûtait 1 arbre. Et avec ce concert-là, on a pu financer la plantation des 40 000 premiers arbres de campagne. La photo du bas, c'est un concert qu'on a donné à Laval pour le 50e anniversaire de la ville et où on a demandé à la ville de ne pas être payé, mais de plutôt co-construire avec nous un projet de restauration écologique. Donc, on a planté 10 000 arbres et arbustes sur 3 hectares de terrain dévalorisés au centre de la nature à Laval. Et on a continué d'une telle façon pendant 3 ans. Et au terme de ces 3 années-là, on a réussi non seulement à atteindre, mais dépasser notre objectif. Donc, on a réussi à financer quelques 410 000 arbres. Et ces arbres-là, grâce à notre comité scientifique, grâce à la science qu'on produit, vous voyez où ils sont plantés. Bien, ils sont plantés dans des zones où il y a de fortes productions de services écosystémiques, où on peut reconnecter le territoire, hein, où on peut créer des corridors de biodiversité. Je vous en donne un exemple parce que avec une de mes étudiantes de maîtrise, on est retourné dans des sites où on a planté des arbres, des sites qu'on a restaurés en milieu agricole, comme par exemple des bandes riveraines, des haies brise-vent, des coulées agricoles. Et Camille, l'étudiante, elle a mis, dans 33 de ces sites-là, elle a mis des caméras et elle a vraiment montré que ces corridors-là, ces corridors naturels-là étaient utilisés par la grande faune. Des cerfs, des coyotes, des renards, des ratons laveurs. Et on a même été capable d'identifier quelles étaient les principales caractéristiques faisant en sorte que les animaux utilisent ces corridors-là, sur la longueur, la largeur, le couvert forestier, etc. Donc, ce que ça nous a permis, c'est de mettre en branle, disons, notre première création de réseau, hein, de solutions nature pour reconnecter les basses terres du Saint-Laurent. Et on est en train de continuer avec un programme qui s'appelle Demain la forêt. On continue à planter des arbres dans ces zones sensibles où on retrouve des habitats où on peut reconnecter le territoire. Donc, je vais terminer cette allocution avant qu'on passe à notre discussion en faisant un parallèle peut-être un peu boiteux avec la pandémie. Mais oui, les boiteux parce qu'on ne compare pas des pommes et des oranges, mais sur certains aspects, la crise de COVID-19, la crise des changements climatiques et la crise de la biodiversité, eh bien, elles ont des corollaires. Qu'est-ce que nous a montré la pandémie sur les quelques 2 ans de sa durée? C'est que notre société, elle est inégale. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la même chance. Il y a des gens qui sont plus vulnérables. Il y a des tensions sociales qui ont émergé de ça, des conflits.
Et pourquoi je fais un parallèle? Parce que les changements climatiques, la crise de la biodiversité, c'est la même chanson que la pandémie, mais qu'on joue à un tempo différent. Donc, les changements climatiques, ça va nous amener aussi une détérioration de notre qualité de vie et à montrer, là encore, qu'il y a des inégalités sociales. Il y a des gens qui vont être des réfugiés climatiques. Il y a des gens qui vont être en première ligne des crises de la biodiversité et des changements climatiques. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que si à l'automne 2019, on avait pu savoir que la pandémie arrivait, eh bien, on aurait beaucoup préféré être en mode préventif plutôt qu'en mode guérison. Donc, on aurait acheté des masques, on se serait mis sur le développement d'un vaccin, on aurait pensé à des stratégies pour la contrôler, cette crise-là. Eh bien, aujourd'hui, il est encore temps de faire de la prévention. Lorsqu'on regarde les recommandations du GIEC, de la plateforme sur la biodiversité, on a des solutions, on a des agendas, mais malheureusement, ce que nous disent ces grandes organisations-là, ce que nous dit la science, c'est que notre fenêtre d'intervention, elle est très courte. Il y a quelques années seulement, une petite décennie devant nous, dans laquelle on sera capable de mettre en place des solutions, des stratégies qui vont nous éviter des impacts les plus costauds de ces deux crises-là. Donc, moi, je nous invite collectivement à être en mode préventif plutôt qu'en mode guérison par rapport à ces deux crises-là qui sont devant nous. Et je vous dirais que dans cette allocution-là, je vous ai présenté des choses qui sont assez dures. Hein? C'est les crises des changements globaux. C'est très difficile à recevoir. Moi, j'ai 42 ans et je me dis que c'est devant moi. Je vais les voir de façon encore plus criante, les impacts des changements climatiques, mais c'est encore plus vrai pour les jeunes. Et là, je montre une photo ici des 500 000 personnes qui sont descendues dans les rues en 2019 pour demander une action pour le climat. Et moi, au quotidien, je côtoie des gens à l'université, des jeunes qui sont au bac, qui sont à la maîtrise, au doctorat. Et je peux vous dire que pour eux, la question de l'urne, quand ils vont voter, c'est l'environnement. Ce qui les inquiète, c'est le futur de leur planète. Et quand on leur demande de poser un regard sur 2021, oui, ils sont restés chez eux. Oui, on fait du télétravail, ils ont étudié à distance. Mais surtout pour eux et pour moi, c'est la même chose. 2021, c'est le dôme de chaleur et l'incendie qui a ravagé 90% de la ville de Lytton en Colombie-Britannique. Ce sont les inondations meurtrières en Europe, les sécheresses historiques dans le sud-ouest américain, la fonte historique des calottes glaciaires. On est les deux pieds dans la crise climatique, on y est engagé. Et quand je vous parlais des jeunes, je vous parle de mes jeunes à moi. Je suis père de 3 enfants de 3, 5 et 7 ans. Et c'est vraiment ce qui me fait lever de mon lit chaque matin quand je veux m'engager en mode solution pour la crise de la biodiversité, la crise des changements climatiques, c'est en pensant à eux. Et je vous mets cette photo de canot camping qu'on a fait cet été. Ce n'est pas de façon anodine ou par hasard. C'est que dans le voyage que j'ai fait avec mes enfants et ma conjointe dans les Laurentides, je repensais à cette étude que je vous présentais de Dominique Berthaud sur les turnovers de biodiversité. Et j'étais en train de canoter et de camper dans la nature, puis je me disais, ça n'a aucun sens que mes enfants reviennent ici avec leurs propres enfants dans 50, 75 ans et qu'ils aient une nature si changée, une nature précarisée. Et c'est quand je pense à ça que on dirait que ça me responsabilise, on dirait que ça m'engage dans une voie où on doit réellement prendre nos responsabilités comme société et de dire qu'on veut laisser à nos enfants, laisser à leurs contemporains, laisser à leurs descendants, aux générations futures, une planète qui est verte, qui est bleue et un futur qui est rose. Alors, je vous remercie grandement de votre attention et j'ai bien hâte de discuter avec vous de l'ensemble de ces questions-là. Merci pour ta présentation, Jérôme. C'est à toutes les fois, ça fait la 7e fois que je l'écoute, puis j'apprends toujours des nouvelles choses, puis tu réussis toujours à m'accrocher pareil, ça fait super. Merci pour ton temps ce soir.
Donc, on peut voir maintenant que même à des niveaux locaux, on note, puis je vais vous donner quelques exemples des effets directs des changements climatiques. Récemment, même le mois dernier, je voyais un article qui faisait état d'une nouvelle migration de sangliers au nord de l'Ontario. Il n'y avait jamais vu ça. Et ces sangliers-là, ils apportent un peu de maladies, puis détruisent des écosystèmes dans cette région-là. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant, mais que de plus en plus, on va voir des espèces qui vont occuper des nouveaux territoires. Je notais même dernièrement, même le Nouveau-Brunswick, on vient d'autoriser une nouvelle chasse récréative aux dindons sauvages qu'on n'avait pas avant parce que le dindon, il était pas, ça habitait pas ou ça c'était pas propice pour son épanouissement. Mais là, maintenant, on en voit toujours de plus en plus, quoique c'est vrai qu'il y en a qui sont, c'est des fermes d'élevage, c'est pas nécessairement naturel, mais on va en voir de plus en plus dans la nature. Donc, ces choses-là, on en voit même sur les inondations en Colombie-Britannique. On a plein d'exemples qui voient que ces changements-là ne sont pas nécessairement à nos portes, ils sont rentrés dans la maison, là. Alors, en terminant, petit rappel que cette conférence fut rendue possible par l'intermédiaire du programme de gestion des actifs municipaux, qui est administré par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à cette conférence. Abonnez-vous à nos comptes de réseaux sociaux pour plus de nouvelles sur nos activités. Merci.